Bonjour à tous. Face à l'afflux de patients dans les services d'urgence, les praticiens à l'hôpital travaillent main dans la main aujourd'hui avec des chercheurs en mathématiques pour optimiser ces prises en charge. Est né ce projet Urge dont on va parler dans l'interview aujourd'hui dans Smart Tech. Et puis autre difficulté abordée aujourd'hui à la une de cette émission, eh bien c'est celle des directions informatiques qui doivent apprendre à consommer moins d'énergie face au coût de l'électricité. On en parle dans le Tech Talk avec deux experts sur le sujet. Ensuite, on enchaînera avec notre rendez-vous Le numérique, c'est politique et la chronique Où va le web. Mais d'abord, donc cette interview sur comment mieux gérer, comment optimiser l'afflux aux urgences. Sur le plateau de Smart Tech, aujourd'hui, beaucoup de monde. Je vais d'abord présenter Vincent Balouet, fondateur de maîtrisedescrises.com. Bonjour Vincent. Vous êtes avec Yannick Puget, le directeur service et innovation chez IMSA. Vous allez tous les deux débattre de cette question du coût de l'énergie et de cette exhortation à consommer moins qui est faite auprès des directeurs et directrices des systèmes d'information. Quelles seront les bonnes pratiques à mettre en œuvre? On en parle dans le Tech Talk ensemble. Mais d'abord, on va écouter ceux qui font l'actualité. Xavier Alamijon et Yuri Yordanov. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Vous êtes venus à deux, ce qui est assez exceptionnel pour cette séquence interview, mais c'est parce que vous travaillez en binôme sur ce projet. Alors, je ne sais pas si vous dites Urge ou Urge en français ou en anglais, les deux sont valables. Un projet lancé conjointement par l'INRIA et l'AP-HP. Je vais vous présenter un peu plus précisément. Xavier, vous êtes chercheur à l'INRIA, professeur chargé de cours à l'école polytechnique. Vous effectuez vos recherches au sein de l'équipe Tropicale, qui est commune à l'INRIA et au Centre de mathématiques appliquées de l'école polytechnique. Yuri, vous êtes praticien hospitalier en médecine d'urgence à l'AP-HP, donc Assistance publique hôpitaux de Paris, précisément urgentiste à l'hôpital Saint-Antoine, également enseignant à Sorbonne Université et chercheur à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique. Tous les deux, vous êtes auteurs ou co-auteurs de nombreux articles scientifiques dans des revues internationales. Donc on est très heureux de vous accueillir. Et vous travaillez donc désormais ensemble puisqu'il existe un laboratoire commun AP-HP-INRIA qui s'appelle le Bernoulli Lab. Et de ce nouveau laboratoire est né le projet Urge pour optimiser la prise en charge au sein des structures d'urgence. Comment allez-vous vous y prendre, messieurs ? En fait, l'idée, c'est d'avoir un modèle mathématique des services d'urgence qu'on va pouvoir analyser. Donc pour ça, on a regroupé effectivement dans le projet différentes expertises, à la fois bien évidemment des expertises médicales, des urgentistes de différents services d'urgence, mais également des expertises diverses en mathématiques et en informatique pour justement accomplir ces modélisations. Et ensuite... Mais alors expliquez-nous pourquoi on a besoin des mathématiques aujourd'hui pour gérer l'afflux de patients aux urgences. A priori, c'est déjà un sujet qui était traité, qu'on savait aborder. Pourquoi désormais c'est devenu si complexe et pourquoi on doit faire appel aux maths ? Parce que les urgences ont changé. Les urgences sur les 20 dernières années, le nombre de patients aux urgences sur les 20 dernières années a doublé. C'est-à-dire qu'on est passé de 10 millions de personnes par an aux urgences à plus de 20 millions. On parle d'un tiers de la population française qui va passer dans un service d'urgence au cours de l'année qui vient. C'est énorme. Or, nos structures, le nombre de personnel, la taille des structures d'urgence n'ont pas été multipliées par deux. Donc il faut qu'on apprenne aussi à s'organiser un peu différemment, à organiser nos flux différemment, à s'organiser géographiquement différemment. Et pour faire ça, où on met les choses en place de but en blanc et on teste, et donc on fait un peu crash test avec les gens et avec les patients, où on essaye de simuler ça. Ce qui n'est pas envisageable, j'imagine. Ce qui n'est pas du tout une option, du tout. Où on essaye de faire ça intelligemment en simulant avant, et c'est là où les mathématiques, Xavier et l'INRIA viennent nous donner un coup de main. On a quel type d'expertise là qui entre en jeu, justement ? On a des précisément expertises mathématiques. sur de la modélisation mathématique, bien évidemment, également de l'optimisation. En fait, les services d'urgence sont des systèmes qui sont extrêmement complexes avec de multiples paramètres. Et l'une des difficultés dans ce projet, c'est qu'on va devoir justement optimiser en jouant sur l'ensemble de ces paramètres. Quels paramètres Donnez-nous des exemples qu'on comprenne Concrètement, c'est par exemple le dimensionnement en ressources, des ressources humaines, donc les différents types de personnel soignant, mais également les ressources matérielles, le nombre de box, l'accès en fait au matériel de radiographie, etc. Parce qu'on imagine que cet inventaire-là, vous l'aviez déjà dans les services d'urgence. Alors, on sait ce qu'on a, mais il y a une diversité
extrêmement importante d'un service à l'autre. Donc moi, je suis professeur de médecine aux urgences de Saint-Antoine, et quand je compare avec mes copains qui bossent à 2 kilomètres plus loin, ils n'ont pas la même organisation, ils n'ont pas le même nombre de personnel, ils n'ont pas le même nombre de box, le même nombre d'appareils d'échographie, je ne sais pas. Et quels sont les critères qui sont devenus vraiment discriminants, absolument nécessaires à rentrer dans les algorithmes pour optimiser ce flux de prise en charge ? Justement, les différents paramètres du système, comme les temps de traitement, également les proportions des cas plus ou moins graves pour les patients. Parce qu'à partir de ce modèle mathématique, il va falloir en faire un outil très très simple d'utilisation sur le terrain. C'est effectivement le gros challenge. Faire des mathématiques compliquées et des outils extrêmement complexes, les équipes de Xavier savent faire. Maintenant, il faut qu'on puisse, nous, se les approprier. Ça va passer par de la visualisation, et ça va être la partie aussi très importante. C'est nous offrir des outils simples d'appréhension qu'on puisse, juste en regardant, ou avec des chiffres et des métriques assez simples, voir l'effet des adaptations simple sur le et très rapide. Aujourd'hui, c'est un challenge, c'est un gros défi technologique, ça ? Oui, c'est un défi technologique en termes algorithmiques. En fait, il va falloir inventer des algorithmes qui puissent passer justement à l'échelle de ces systèmes. On n'en a pas des algorithmes tout prêts ? Non, il n'y a pas forcément des algorithmes en fait pour justement gérer des systèmes On ne peut pas s'approprier, je veux dire, un algorithme qui serait utilisé pour, je ne sais pas, gérer de la clientèle dans un magasin, par exemple ? Non, il y a des spécificités. Et puis là, l'une des spécificités très particulières, je dirais, de ce sujet, c'est qu'on est sur des systèmes qui sont critiques. C'est-à-dire que si on donne des recommandations par une analyse mathématique, il faut qu'on ait un haut niveau de confiance. Donc ça fait aussi partie des enjeux du projet que de fournir des outils à haut niveau de confiance. Et comment est-ce que vous allez, parce que vous dites on ne peut pas le tester comme ça juste sur le terrain, il faut faire de la simulation mathématique, mais il va falloir la tester cette simulation à un moment. Bien sûr. Comment ça va se passer, ça ? Là, on a rajouté une étape. On a rajouté l'étape de la simulation mathématique. Après, quelle que soit l'intervention dans nos structures d'urgence, mais en médecine en général, on l'évalue. Et pour l'évaluer, on fait des études, on fait des essais cliniques. Et bien là, avant, on va essayer de déterminer l'intervention la plus efficace, la plus efficiente. Puis après, dans un deuxième temps, on la testera comme on teste un médicament. On teste aussi des interventions, c'est des interventions non médicamenteuses, qui sont complexes à évaluer, mais on l'évaluera aussi en vie réelle. Et ça va commencer par où ? Quel service d'urgence ? Et à partir de quand ? Vous en êtes à quel stade là, du projet ? On débute, et justement, ce que l'on réalise en ce moment, c'est des visites dans le service d'urgence où travaille Yuri. À Saint-Antoine ? Voilà, à Saint-Antoine, pour déjà observer, parler avec les différents personnels soignants, et de manière à avoir des premiers modèles. Et donc au niveau des échéances, vous avez une idée ou là on est vraiment trop en avance de phase ? On est vraiment très très tôt. Là, on est vraiment très tôt. Mais vous pensez que ça va prendre combien de temps ? Quelques mois ? On peut espérer avoir des premiers résultats dans 1 ou 2 ans. Ah, on a un projet qui est financé sur 4 ans. C'est un projet, comme je le disais, qui est assez ambitieux. Donc il y a des verrous en fait, à lever, bien évidemment. Quel genre de verrous ? Des verrous, comme je le disais, sur la complexité des algorithmes à mettre en œuvre, sur le développement d'outils de simulation. Voilà. Et on dit que donc on doit recréer finalement un modèle mathématique spécifique pour cette problématique, mais chaque service d'urgence est différent, vous nous l'avez bien expliqué. Donc il va falloir quand même que ce modèle, on puisse le personnaliser. C'est ça qui est assez long et complexe finalement. Créer le modèle des urgences de l'hôpital Saint-Antoine, les équipes de Xavier sont passées, c'était assez fascinant de les voir à l'œuvre et de les voir au bout de 2 heures me dire alors c'est pas très compliqué, voilà comment ça se passe chez toi, et de me mapper exactement ce qui se passe aux urgences à Saint-Antoine. C'est fascinant. Là, le challenge, c'est justement de faire un modèle qui va être adaptable, qu'il va être possible, un modèle générique, qu'il va être possible d'adapter pour voir ce que d'autres services d'urgence, en faisant rentrer d'autres paramètres, comment faire en sorte que le modèle, lui, ne soit pas modifié, c'est ça ? Exactement. Et puis il va falloir en fait identifier un langage commun en fait à ces différents services d'urgence. Donc ça, on l'imagine parce qu'il y a des mécanismes qui sont communs de priorisation des patients en fonction de la gravité, de synchronisation avec des ressources. On fait appel à différents types de personnel soignant. Donc ça forme un paradigme qu'on va pouvoir décliner sur les différents services. Et est-ce que déjà, là, dans ces premiers travaux que vous menez avec des mathématiciens, est-ce que déjà ça change, vous, votre pratique au quotidien ? Vous dites, j'ai découvert des choses, c'était fascinant.
Est-ce que j'ai découvert des choses? Pas forcément, mais j'ai dû verbaliser des choses un peu différemment. Et effectivement, ça donne un éclairage un peu différent sur notre service. Et il y a des choses, en l'expliquant, en parlant, on dit, bah voilà, comment on fait? Puis on se dit, mais pourquoi on fait ça comme ça? C'est quoi le rationnel sous-jacent? Et donc, ça nous amène aussi à nous reposer des questions, accessoirement. Il y a les mathématiques, mais à l'hôpital et aux urgences, ce n'est pas le seul problème. Donc, quel est l'impact que pourrait avoir cette solution mathématique vraiment sur la prise en charge des patients? Comment vous pouvez mesurer l'impact que ça aura? Mesurer l'impact d'une seule intervention... C'est peut-être une question pour un mathématicien, ça. Peut-être qu'il faudra... Ce qu'on va pouvoir en tout cas donner aux urgentistes, c'est une idée, par exemple, de si aujourd'hui les services d'urgence sont bien dimensionnés ou pas. Et on va pouvoir aussi comparer des organisations. On le sait déjà, non. Alors, ils ont certainement un ressenti, et ce qui est intéressant, justement, c'est d'objectiver ce ressenti par les mathématiques. Quelles sont les conditions pour que ce projet, dans 1 an, dans 2 ans, qui va arriver sur le terrain, entre les mains de ceux qui sont sur place, sur le terrain, quelles sont les conditions pour que ce soit efficace, pour que ça fonctionne? Il y aura à un moment des freins, j'allais dire RH ou organisationnels, parce que on va voir le résultat des simulations, mais il est probable que certains résultats nous disent que, en termes d'organisation horaire dans la journée, par exemple, il faut peut-être mettre plus de docteurs à d'autres moments que ce qu'on fait aujourd'hui, mais parce que les docteurs ont une vie de famille également, donc il faudra peut-être qu'on ait un peu de latitude là-dessus. Enfin, faut qu'on réfléchisse. Il va y avoir la question RH qui va forcément arriver. Qui n'est pas forcément une question de chiffres et de nombre absolu, mais d'organisation différente. Moi, je commence ma journée à 8h. Peut-être qu'il faut que j'arrive à 10h parce que les patients arrivent à 10h. Peut-être qu'il faut que j'arrive à 7h parce que les patients arrivent à 7h. Je ne sais pas, et c'est le genre de choses qu'on va regarder ensemble. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, Xavier Alamijon, chercheur à l'INRIA, et Yuri Yordanov, praticien hospitalier en médecine d'urgence à la PHP. C'est l'heure de notre talk. Autre problématique adressée, c'est celle des directions informatiques face au coût de l'énergie. On parle donc de cette crise énergétique sur tous les fronts. Et il y a le front des DSI, des directions des systèmes d'information, qui sont en première ligne pour réduire la facture énergétique cet hiver. Quelles sont les bonnes pratiques aussi, les risques? On en parle avec Vincent Balouet, fondateur de maîtrisedescrises.com. Vous intervenez très régulièrement, vous, auprès des pouvoirs publics, également à Mines, Paritech et Centrale Supélec, sur les sujets cyber, climat, gestion de crise pour les dirigeants. Vous êtes également membre du CLUSIF, de l'AMRAE, donc les assureurs. Voilà. Et du Shift Project, vous avez publié là la 2e version de votre guide de recommandations pour les DSI sur la crise énergie. Avec vous, Yannick Puget, directeur service et innovation IMSA. Alors, je précise que c'est la branche informatique de la mutualité sociale agricole, 2e opérateur de protection sociale en France, 5,3 millions d'adhérents. Vous verrez pourquoi je précise ces chiffres, parce que rien que la direction des systèmes d'information représente 1000 salariés répartis sur 20 sites en France. Sont restés avec nous également en plateau le chercheur de l'INRIA, Xavier Alamijon, et le praticien hospitalier en médecine d'urgence, Yuri Yordanov, pour évidemment interpeller nos experts sur cette question de la facture énergétique qui, j'imagine, vous intéresse également aussi à l'hôpital. D'abord, Vincent, je voulais revenir sur le niveau de risque de coupure d'électricité et de préparation aussi des DSI. Est-ce qu'il vous semble là que pour l'instant, à l'instant T, on court à la catastrophe tout simplement? Mais c'est la météo qui va décider. Donc je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas de boule de cristal. Par contre, on peut travailler sur des scénarios pour savoir... C'est que l'hiver, il va faire froid quand même. C'est pas si certain que ça. Ça commence d'ailleurs. Le GIEC nous dit que la météo devient instable. Ça fait 2 fois qu'on a un hiver très doux. Très très doux. Et la semaine prochaine aux États-Unis, les températures vont être de 27 degrés en dessous des moyennes saisonnières. 27. Ouais. Donc si l'instabilité climatique tourne dans le bon sens, il ne se passera rien. Si l'instabilité climatique tourne dans le mauvais sens, ça va être très compliqué. Voilà le risque. Le risque, il est vraiment là. Vous avez publié un tweet aussi un peu alarmant. Le gouvernement appelle EDF à débrider la production, c'est-à-dire faire tomber les contraintes pour limiter le risque. Ça vous inquiète quand même, la situation? Oui, on surveille. Donc nous, notre métier, c'est de faire des scénarios. Donc il y a le scénario au mieux, où on va prendre des précautions, on va être citoyen, on va baisser la consommation, etc. Et toutes les procédures de crise qu'on essaie de bâtir pour maintenir l'économie à flot, et puis l'ensemble de nos services publics,
ne servira pas, donc tout va très très bien. Et puis si ça barde vraiment, très vraisemblablement les gros data centers ça va aller, mais les petits ça va être nettement plus compliqué parce que ça va délaisser de partout. Et encore une fois, le maître du jeu c'est la météo, donc je n'ai pas d'autre solution que de préparer des scénarios sans les pondérer. Ouais. Donc Yannick, je parlais de votre direction des systèmes d'information à la MSA. Donc c'est de la gestion de data centers, la gestion d'infrastructures, la gestion d'applications. Vous m'avez dit plus de 200 millions de lignes de code, des pétaoctets de données. On fait comment quand on est à la direction des systèmes d'information et qu'on nous demande de faire des économies d'énergie pour cet hiver? Alors Vincent a raison, en fait, c'est vrai qu'on fait des scénarios, en fait, qui dépendent de la météo. Et alors, le scénario hiver très rude est regardé de près. On fait aussi des scénarios selon la durée des coupures, puisqu'en fait, on a des mécaniques, on a des onduleurs et on a une autonomie sans électricité d'à peu près 5 jours. Donc, on a la chance, dans des grandes DSI, d'avoir des systèmes à base de fuel. Donc, il y a aussi ce sujet de l'approvisionnement en fuel. Ouais. Et cela donne lieu pour les DSI à un signalement en préfecture pour faire partie des gens, on va dire, dans la liste des prioritaires, en tout cas pour être approvisionnés si jamais on en avait besoin. Et donc, ça, c'est pour faire face au risque de coupure, voir combien de temps on peut rester autonome dans ce contexte. Mais si on demande aujourd'hui à la DSI de tout de suite réduire la consommation d'énergie, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. On a des salles machines qui sont, on va dire, dédiées à tester les nouvelles applications, les nouvelles fonctionnalités qu'on met en place au sein des DSI. Donc, on peut catégoriser en fait les machines pour dire on ne laisse que ce qui permet aux Français d'accéder aux services, aux téléservices qu'on appelle aux services en ligne. On a aussi des travaux sur des plans, ce qu'on appelle des plans de production, c'est-à-dire comment on éteint, si jamais on devait éteindre, comment aussi on s'y prend pour éteindre proprement et de façon à pouvoir redémarrer une fois que la vague est passée, je dirais. Donc on s'y prépare et on expérimente aussi. On a des initiatives d'expérimentation. On éteint aujourd'hui, c'est déjà le cas, on expérimente l'extinction de serveurs la nuit quand on considère qu'ils ne servent pas ni à nos adhérents. Ça peut faire réaliser combien d'économies, ça ? Alors c'est là où les mathématiques, je fais le lien avec nos confrères du jour, c'est là où les mathématiques entrent en jeu. Nous, on modélise, on estime. Sur l'extinction des serveurs, on ne sait pas bien, c'est pour ça qu'on parle d'expérimentation, ouais. On va évaluer pour savoir combien ça nous fait gagner. Par contre, on travaille également sur la température dans les data centers, qui historiquement a été relativement, je dirais... C'est-à-dire sur le niveau de refroidissement, ouais, c'est ça. Il y avait une exigence assez forte et là on va assouplir un peu les choses. On va assouplir parce que les technologies des machines qu'on a en data center ont évolué aussi avec le temps et on pense qu'en augmentant de 2 degrés, on va gagner 10%. Et qu'on ne prendrait pas un risque important sans prendre de risque. Sur le fonctionnement. Parce qu'en fait, il y a deux choses, Vincent. Il y a faire face tout de suite là, à la crise, mais la crise, j'allais dire, plutôt économique, finalement, c'est le coût de l'énergie. Et puis, il y a sur le long terme, comment on organise finalement une consommation plus sobre. Vous connaissez déjà des exemples d'entreprises qui ont pris le bon chemin. Vous avez cité L'Oréal. Comment est-ce qu'ils s'y prennent ? Écoutez, toutes les grandes entreprises ont des gros data centers. Les gros data centers ont la chance d'avoir les moyens de mettre des gens dessus qui sont formés, dont c'est vraiment le métier, et des moyens pour avoir en clair des groupes électrogènes et de la sécurité. C'est vrai en cyber d'ailleurs au passage. Donc tous ces gens-là, ils travaillent sérieusement, ils se sont signalés en préfecture comme ça a été dit à l'instant, et on peut raisonnablement espérer que même si l'hiver est un peu tendu, j'ai pas dit Groenland mais un peu froid quand même, on ne devrait pas avoir trop de casse dans les gros data centers, parce qu'il y a de l'autonomie énergétique qui va au-delà des périodes de coupure de 2 heures qu'on nous promet. Dès qu'on dégringole dans la taille des data centers, ça devient nettement plus compliqué. Ils ne sont pas groupés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de générateur diesel. Un onduleur, c'est de l'ordre de 10-15 minutes d'autonomie à peu près. C'est très inférieur à la coupure qu'on nous promet, enfin qu'on nous garantit pas plus que de 2 heures. 10 minutes, c'est plus petit que 2 heures. C'est pas plus compliqué, pardon, pour la pauvreté du raisonnement mathématique. Enfin, on fait des soustractions et pour l'instant on y arrive. Et donc en clair, ça veut dire qu'il faut couper propre.
Il n'y a pas 36 solutions. Or, couper un data center propre, ça ne se fait pas en 2 minutes et surtout ça ne se fait pas en improvisant. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, attention, il faut commencer à faire des scénarios de coupure, disons, raisonnables, couper tout de suite tout ce qui pompe du jus pour rien, tests, recettes, etc., et le pas critique, maintenir le critique en vie aussi longtemps qu'on le peut, mais avec le doigt sur le bouton pour l'arrêter proprement. Et quels sont les scénarios de crise, justement, si on ne coupe pas proprement alors, si on ce coupe pas data center, proprement, qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qui peut se passer? Eh ben, c'est pas bien. Alors, si on coupe pas proprement, c'est des fichiers ouverts, on va pas rentrer dans la technique, mais enfin, c'est du bazar informatique en grande quantité. Un data center... Ça veut dire qu'on va être plus fragile face à des cyberattaques, par exemple? Ça, on ne sait pas encore. Je vais revenir sur ce point. Mais un gros data center qui s'arrête de travers, c'est 3-4 semaines pour remettre les données proprement, quand même. Vous sortez les avirons et vous remettez très fort, même peut-être un peu plus. Donc il faut faire quand même attention, on ne peut pas jouer avec ça, surtout si on a plusieurs délestages à la queue leu-leu. Mettons qu'on en ait 3 dans l'hiver sur un même data center, on ne va pas se prendre. Par exemple, pour un 3 hôpital, arrêts travioles. Là aussi, c'est un sujet hautement Mais dans les important. hôpitaux, vous avez une chance immense, c'est que vous êtes bien vu par l'administration qui va vous protéger avec un parapluie qui n'est pas que électrique, qui n'est pas que énergétique, qui est d'approvisionnement en tout genre. Mais une PME qui n'est pas tout ça, il va falloir qu'il se débrouille tout seul. Donc c'est dangereux d'arrêter, ça peut être très cher d'arrêter un data center n'importe comment. Juste deux petites incidentes. Si on passe en éco-watt rouge, l'éco-watt rouge, c'est la menace du délestage finalement. C'est le dernier rang avant la coupure. Quand il y a Juste une précision, ce que vous appelez le délestage, ça consiste en quoi exactement? C'est pas moi qui dis délestage, c'est le mot pudique utilisé par nos amis électriciens de RTE et d'Enedis. Voilà, il faut dire les choses exactement. Pour dire coupure. Donc voilà, nous on parle cash avec nos clients, donc il n'y a pas de problème. Pour ça, je donc, sais coupure, que je vous lance là-dessus. Voilà, il n'y a plus de jus. Donc s'il n'y a plus de jus, vous avez par exemple les blocs secours dans les escaliers. Vous savez, les petites lampes là, qui restent allumées en dire évacuées, elles ont une autonomie de 20 minutes. 20 minutes, c'est pareil, c'est inférieur aux 2 heures. Ça veut dire que si ça tombe, il faut évacuer les locaux. Ne serait-ce que ce petit sujet-là, déjà, vous êtes obligé de plier et de prendre des bagages, on part. On sait, les patrons des télécoms ont parlé, on sait que les relais de téléphonie mobile sont alimentés par les immeubles sur lesquels ils sont posés, ou par les champs, enfin voilà. Donc ils ne sont pas vus par les opérateurs électriques comme étant des émetteurs de téléphonie, mais ils sont vus comme un pâté de maison. Ils l'ont dit. Donc dit autrement, si ça tombe, là on retombe sur le sujet batterie. Donc si les émetteurs de téléphonie tombent, on a le sujet appel aux urgences, chers amis, je ne sais pas traiter parce que ce n'est pas mon sujet, mais pour nous, on a le sujet télétravail pour les missions critiques. Donc on a recommandé dans le fameux guide que vous avez mentionné tout à l'heure, que ceux qui font la trésorerie, la DRH, la communication d'urgence, etc. dans les entreprises, s'il y a un délestage chez eux, ils prennent leur voiture et bougent. Vous êtes conscient de tous ces risques au sein de la mutuelle sociale agricole? Alors oui, parce qu'en fait, comme on a les données de santé de 5,6... Vous avez lu le guide de maîtrisedescrises.com? Alors, je n'ai pas encore lu le guide. Bon, va falloir le faire alors. Donc, alors comme on est adhérent SIGREF, on a aussi un guide côté SIGREF de référence. Sur l'énergie également. Oui. Sur ces plans de sobriété. En tout cas, on en a conscience, voilà, on a les données de 5,3 millions de Français sur tous les champs de la protection sociale. Donc, un data center qui s'éteint mal par rapport aux impacts, forcément, ça crée un désordre, en tout cas dans les données des Français. Et donc dans leurs indemnisations, dans leur protection sociale. Voilà, on a le sujet des allocations familiales, on a le sujet des remboursements de santé pour notre population agricole principalement. Donc tout ça, c'est regardé de près. Mais pour autant, votre activité, elle n'est pas protégée comme les hôpitaux, c'est-à-dire elle n'est pas considérée comme essentielle. Non, mais comme l'a dit Vincent, en fait, on est quand même privilégié dans le sens où on a des moyens, on va dire, d'avoir une autonomie au-delà des 2 heures, qui est la durée critique qu'annonce RTE. Et donc ces moyens, au travers de cuves de fuel, parce qu'on a à peu près 20 000 litres de cuves de fuel pour prendre le relais en cas de coupure. On a des plans d'extinction. Malheureusement, pour les petites DSI, en fait, ce qui est l'un attire l'autre, c'est-à-dire que quand on n'a pas les moyens d'avoir des gros groupes électrogènes, on n'a pas non plus les moyens d'avoir peut-être un plan d'extinction et de rallumage parce que les gens font un peu tout. Oui, mais alors même quand on est une grosse structure, on est dépendant aussi de sous-traitants qui n'ont pas forcément les mêmes moyens. Je veux dire, la machine peut s'enrayer aussi par le bas. Alors là, je ne sais pas. En tout cas, nous, on a nos propres data centers. Donc déjà, on ne dépend pas de fournisseurs. Et on a à la main, les experts sont chez nous. Donc ça, déjà, on n'a pas ce... Ça permet, j'imagine, c'est des moments comme ça qui permettent de conforter certains budgets à la DSI aussi.
Alors, ça permet de justifier pourquoi il faut que ce soit chez nous. Ça permet aussi de valoriser des compétences, puisqu'on a ce qu'on appelle les collaborateurs de l'ombre, hein, ceux qu'on ne voit pas et qui font que tous les jours, les caisses de MSA peuvent travailler. Et donc, nous, voilà, on est assez fiers de ça. Mais c'est vrai que pour ceux qui dépendent de multiples fournisseurs, il faut s'assurer que les mêmes plans sont appliqués chez ces fournisseurs. C'est important. Et on parlait de l'impact sociétal, social que peuvent avoir des coupures d'électricité sur les systèmes informatiques. Il y a une responsabilité juridique aussi du côté des entreprises. Oui, alors ça c'est le sujet sous-traitant, hein, donc comme ça vient d'être dit. Donc là, en particulier dans le secteur bancaire, ça n'a pas traîné, hein, les audits fournisseurs, donc ça a pris une vingtaine de jours après l'annonce RTE, et les questionnaires ont déboulé chez les sous-traitants en disant prouvez-nous que en cas de coupure, vous saurez couper proprement, vous saurez redémarrer proprement, tout le monde est sur le pont, etc., etc. Questionnaire pléthorique, il y en a partout. Donc les gros auditent les petits, dont ils ont besoin prioritairement, pas tous, mais les fournisseurs critiques. Après, il y a un autre sujet qui est le sujet responsabilité. En droit français, il y a une disposition qui s'appelle le cas de force majeure. C'est quoi le cas de force majeure? C'est qu'il faut qu'un événement soit imprévisible, irrépressible et extérieur. C'est la définition. Là, c'est pas vraiment imprévisible. Et voilà. Donc, Elisabeth Borne a annoncé que les entreprises devaient faire des plans énergie le 22 mars dernier. Elle n'était pas encore Première ministre, mais c'était le 22 mars dernier. Ça va être un petit peu compliqué devant le juge de dire je ne savais pas. Et ça a été redit depuis, il y a des guides maintenant qui sont sortis, etc. Donc le cas de force majeure ne fonctionnera pas. Donc une entreprise grande ou petite qui se débrouille mal et qui fait des dégâts ou chez elle ou en aval dans la chaîne de valeur, et donc plus personne ne peut travailler derrière, si c'est que c'est des sommes raisonnables, ça va aller. On n'est pas dans un pays très procédurier, on n'est pas aux États-Unis. En revanche, si tout le monde est par terre du fait de la contre-performance d'un fournisseur, au hasard, cloud, etc., qui est utilisé par tout le monde, par toute une place de marché. Si lui fait tomber tout le monde, là, ça va être il y a un changement de catégorie. Et bien entendu, il y a un sujet de responsabilité civile professionnelle qui se profile derrière, qui sera inassurable, parce que c'était prévisible et que les guides font partie de l'état de l'art, et qui ne pourra pas être l'objet du cas de force majeure, c'est-à-dire de la perte et de la chute de l'obligation d'exécution des contrats. Vous avez un contrat, vous êtes obligé de le faire, sauf si c'est cas de force majeure. C'est ça le droit. Et s'il y a un cas de force majeure, on arrête. Mais là, non, c'était prévisible. Donc là, vous nous dites qu'il n'y a aucun filet de. Je ne sais pas s'il y en a aucun, je ne suis pas juriste de formation, mais je me suis bien fait expliquer tout ça. Ça va être très compliqué d'expliquer à un juge que ce n'était pas prévisible. Très compliqué. Et alors, plus largement, ces bonnes pratiques que vous recommandez dans les guides, que vous expérimentez au quotidien, sont des choses qui peuvent s'installer pour gagner un peu sur ce sujet de la sobriété numérique? Oui. Où on va être encore là sur du court terme, il y a une urgence, on répond à l'urgence, et puis après on reprend comme c'était avant. Non, parce que ça permet de déclencher je sais qu'on a, pour notre part, on a déclenché un diagnostic qui est plus global, qui va nous permettre de... Jusqu'à présent, les data centers ont mesuré leur consommation, on va dire, globale, en disant, ah ben oui, ça consomme quand même. Là, on a lancé une étude pour qu'on sache, quelque part, armoire par armoire, parce que c'est découpé par armoire, qu'on sache exactement ce qu'on consomme à quel endroit. Et je pense que dans l'avenir, les sujets de dette, puisqu'il y a beaucoup de dettes techniques dans les DSI, pourront être corrélés à des machines énergivores qu'il faut prioriser pour être changées par du matériel plus optimisé et plus éco-responsable. Donc ça rejoint le sujet du numérique responsable. Et c'est ça qui va... Ça, on va à double tranchant, parce que renouveler les machines, là, pour le coup, ça se discute sur le numérique responsable. On est plutôt sur la réutilisation, le prolongement de la durée de vie. Oui, mais les renouveler, déjà quand on a une machine énergivore, c'est qu'elle a un paquet d'années. Hein. C'est-à-dire qu'on a largement dépassé les durées de recommandation sur le numérique responsable. Et quand on va le faire, c'est pour qu'il y ait du gain. Mais du gain, je veux dire pas euro, du gain vert. Ouais. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je peux citer aussi un autre exemple. Il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, qui disent on a des parkings aériens, on va arrêter, on va mettre du LED, on va mettre des panneaux solaires pour nous permettre d'autoconsommer un petit peu, pas à 100%, mais en tout cas un petit peu. Donc voilà, je pense que ça va déclencher des démarches, cette histoire, qui ne va pas s'arrêter à notre sujet qui va devenir saisonnier, j'ai l'impression. Mais bon, en tout cas, qui ne va pas s'arrêter à de la saisonnalité. C'est pas la dernière crise énergétique. Hein. Oui, non, c'est pas je pense qu'il ne faut pas opposer la crise long terme, c'est-à-dire la sobriété, etc., et puis la crise court terme avec les urgences.
Regarde le Covid. Le Covid, c'était une crise court terme, du jour au lendemain, tous à la maison, quoi qu'il en coûte, etc. Qu'est-ce qui reste après le Covid? Mettons que ça soit à peu près terminé. Le télétravail. Et ça, on ne reviendra pas. Et ça change tout. Dans le dialogue social, vous avez vu que les grèves de métro, pardon pour les provinciaux, mais les grèves de métro, ça ne se passe pas de manière aussi compliquée pour les usagers depuis qu'il y a le télétravail. Le monde a changé. Et donc, avec la crise énergétique qu'on a pour l'hiver prochain, le monde va changer aussi. Le télétravail prendra peut-être sa vraie place, qui n'est pas tout à fait sa place confinement, qui est la place énergie, qui n'est pas tout à fait la même. Les infrastructures vont sans doute apprendre à couper en partie, couper complètement si ça se passe mal. Sans doute que les gens vont s'équiper d'un peu de protection, onduleurs, petits groupes électrogènes, des choses comme ça dans les data centers de moyenne taille, pas les petits, mais de moyenne taille. Et on apprendra à vivre à la californienne, c'est-à-dire là où l'électricité est de moins bonne qualité que l'excellente qualité énergétique en France qu'on a depuis des dizaines d'années et à laquelle on est un peu habitué. Et oui, on est voilà, très mal habitué, vous allez me dire. Oui. Xavier ou Yuri, je ne sais pas si vous avez une question, mais on n'a plus beaucoup de temps. Donc si vous n'en avez pas, ça m'arrange. Merci beaucoup. Merci Vincent Balouet de maîtrisedescrises.com et Yannick Puget, directeur service et innovation IMSA. Merci également donc à Xavier Alamijon, chercheur à l'ENRI, à Yuri Yordanov, praticien hospitalier en médecine d'urgence pour l'AP-HP. Je vais vous libérer tous les deux, vous laisser retravailler sur votre projet Urge. Nous, on reste ensemble juste après la pause, on parle du numérique, c'est politique. Bienvenue dans Smart Tech, c'est la deuxième partie de l'émission qui démarre. Sont restés avec moi pour cette deuxième partie. On va parler du numérique politique. Vincent Balouet, fondateur de maîtrisedescrises.com et Yannick Puget, directeur service et innovation IMSA. Vous êtes là pour écouter Tariq Rim qui va nous parler du sujet de la souveraineté. Tariq Rim, entrepreneur et fondateur de codesouverain.fr. Bonjour Tariq. Bonjour. Alors, ce sujet de la souveraineté qu'on aborde très régulièrement tous les deux ensemble, comment est-ce que la pensée évolue à ce sujet dans un contexte international très chahuté, très bousculé? D'une certaine manière, j'ai un peu l'impression que le pivot, puisqu'on a eu vraiment un pivot du gouvernement sur les questions de souveraineté, alors la guerre en Ukraine, le Covid, ont poussé le gouvernement à s'intéresser à ces questions, mais surtout aujourd'hui, on le voit avec la crise énergétique, on va en parler. Finalement, j'ai un peu l'impression que ce pivot arrive un peu tard. Aujourd'hui, l'un des sujets qui va être, à mon avis, le sujet prioritaire des prochaines années, c'est la question de la résilience. En gros, comment fait-on pour faire tourner les services essentiels de l'État, l'ensemble des services de l'Internet, avec beaucoup moins d'énergie? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à notre compétitivité? On sait que les États-Unis, eux, sont indépendants énergétiquement. Nous, ça va être un peu plus compliqué. C'est le sujet qu'on abordait effectivement ensemble, déjà au petit niveau de chaque entreprise. Ouais. Il n'y a pas que ça. Il y a d'un côté la parité euro-dollar qui fait que désormais on achète les puces beaucoup plus chères, que les États-Unis sont plus compétitifs. Il y a la question aussi de la guerre, donc de la militarisation de l'Internet. Qu'est-ce que ça change concrètement, cette guerre en Ukraine, d'un point de vue stratégie numérique? Déjà, une chose très simple, 45 à 55% du néon qu'on utilise sur les puces est fabriqué en Ukraine. Et ce néon, comme d'ailleurs toutes les céréales qui doivent alimenter une partie de la planète, n'ont toujours pas quitté l'Ukraine. Ça veut dire qu'on a un problème pour les puces dans 2, 3, 4 ans. Donc clairement, alors c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, on a une surabondance de puces parce que pendant le Covid, on avait une vraie pénurie. Mais on se rend compte en fait que les puces dont on va avoir besoin, notamment pour l'intelligence artificielle, celles-ci vont devenir de plus en plus rares. Donc ça va aussi poser des questions sur le prix des machines. On loue des machines avec des puces qui sont de plus en plus rares. Donc en fait, il y a toute une économie qui se met en place. Alors aussi aux États-Unis, il y a la crise de l'inflation, ce qui fait que l'inflation tue d'une certaine manière les avantages du e-commerce, c'est-à-dire de pouvoir acheter pas cher de la pub pour vendre des produits. Aujourd'hui, les gens réfléchissent. Pareil avec les entreprises qui vont se poser des questions. Est-ce que j'utilise vraiment tous les services de SaaS ou est-ce que je choisis? Donc on a une conjonction d'événements qui sont compliqués. Et évidemment, on parlait de la guerre. Ce qui est certain, c'est que l'Internet désormais commercial est militarisé. Ça veut dire que désormais, les cyberattaques, mais également les attaques sur les téléphones, les attaques sur les réseaux, les attaques sur les câbles sous-marins, on en avait parlé il y a quelques années. Et à l'époque, tout le monde regardait ça de manière un peu amusée. Aujourd'hui, sans y croire vraiment. Voilà, ouais. Et maintenant, aujourd'hui, c'est un sujet de sécurité nationale, pas que pour la France.
Donc effectivement, le contexte est complexe. Donc on est dans cette économie, on va dire, de guerre numérique désormais. Et donc ça rend plus difficile ou ça change la manière dont on défend nos valeurs aujourd'hui en Europe sur les sujets numériques ? Il y a beaucoup de sujets qui sont déjà un peu obsolètes. La question pour moi, la question de la Startup Nation et donc de grandir au moment où en fait les États-Unis sont en train de réduire. Se pose la question aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les logiciels, quels sont les outils dont on dispose pour faire tourner la France et l'Europe dans des conditions beaucoup plus difficiles qu'auparavant. Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on est capable d'utiliser des services qui consomment moins d'énergie ? Est-ce qu'on est capable de repenser nos services pour qu'ils soient plus efficaces ? Quid de la dépendance aux États-Unis, à la Chine, à Taïwan ? Comment va-t-on repenser les 10 prochaines années ? Je crois qu'on est rentré dans une nouvelle décennie dans laquelle l'Europe va devoir réfléchir à être un peu plus centrée sur elle-même et regarder quelles sont ses forces et ses faiblesses et pallier ses faiblesses le plus rapidement possible. Et donc vous le disiez, finalement, il faut passer du sujet de la souveraineté à celui de la résilience. Mais est-ce que c'est compatible les deux ? En fait, il y a plusieurs sujets qui sont entremêlés. Il y a la privacy, donc l'idée de savoir comment on fait pour protéger les données. Il y a la souveraineté, qui est de se dire comment on est capable de s'assurer que l'ensemble des services que nous utilisons en France, que ce soit dans les grandes entreprises ou au sein de l'État ou dans l'armée, ne soient pas trop dépendantes ou quasiment dépendantes des États-Unis ou de la Chine. Et à la résilience, qui est, à mon avis, comment faire tourner la France et l'Europe avec peut-être 75% de l'énergie qu'on avait avant, avec des ressources beaucoup plus complexes, de l'eau qui devient aussi essentielle pour les data centers, mais qui est également en restriction pour quasiment tout le monde. Donc les data centers vont être également touchés, donc on va avoir des coûts en hausse. Donc comment réfléchir ? C'est une deuxième complexité là que vous apportez. Oui, en fait, il y a une conjonction d'éléments qui font qu'effectivement, dans les années qui viennent, ça va être très compliqué. Je pense que la période phase de la tech est derrière nous. Là, on va rentrer dans une nouvelle phase. On va devoir apprendre à être beaucoup plus efficace. Et je posais la question de la compatibilité parce que justement dans ce contexte de guerre, on voit bien que quand on se retourne vers nos alliés, ils sont plutôt du côté des États-Unis aujourd'hui, clairement. Or, sur la question de la souveraineté numérique, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. On les voit pas comme des alliés dans le numérique pour gagner notre souveraineté. On est plutôt en train de se dire, est-ce qu'il faut pas se tourner peut-être plus vers l'Asie. Donc là, est-ce que cette quête d'une résilience numérique va remettre en question la manière dont on envisage la souveraineté vis-à-vis des États-Unis ? Le problème de la souveraineté, c'est que tous les pays d'Europe ne la voient pas de la même manière. Aujourd'hui, on le voit, ce qui a protégé l'Ukraine sur les guerres cyber, c'est avant tout Microsoft. Et donc, aujourd'hui, quand on vend des solutions de cloud américaines, on vend implicitement avec l'idée que les États-Unis vont vous protéger numériquement et que donc vous rentrez dans une sorte d'OTAN numérique, qui est un OTAN privatisé, puisqu'il faut rappeler que ces entreprises ne sont pas l'État américain, même si elles travaillent en conjonction. Et donc, cette question de la souveraineté va devenir de plus en plus difficile pour les acteurs européens, parce qu'effectivement, la question, c'est de se dire, est-ce qu'on y va seul ? Donc, défendons-nous avec nos propres technologies, ou est-ce qu'on rentre dans un écosystème dans lequel on serait protégé ? Mais cette protection a un coût, et évidemment, c'est un coût économique important, puisque 30% peut-être des bénéfices que l'on fait sont absorbés par ces plateformes, voire plus, si on compte la publicité, si on compte tous les éléments qui existent, et aussi la question de savoir si en se faisant absorber dans ces plateformes, on ne perd pas en fait ce qui nous rend unique, c'est-à-dire notre capacité à créer des choses différentes. Parce que comme on l'a vu avec Max Schrems lors de notre conférence à l'Open Source Experience, il y a un véritable antagonisme entre la vision de la privacy aux États-Unis et en Europe. Elles sont totalement incompatibles. Ouais. Donc ça veut dire que le logiciel que l'on va faire tourner pour qu'il soit compatible avec nos valeurs est du logiciel qui doit être inventé en Europe. On ne peut pas utiliser les clouds américains qui, eux, dépendent des lois, et notamment de manière extraterritoriale américaine. Mais en même temps, on a envie d'être protégé numériquement par les États-Unis. Donc, c'est un équilibre qui va être compliqué pour chaque gouvernement. Très, très finement. Exactement. Peut-être une réaction, Vincent, sur ce sujet. Oui, enfin, la résilience, c'est... Voilà, alors on peut le prolonger sur le terrain de la cyber, puisque aujourd'hui, les outils qui sont utilisés pour détecter, trouver les virus, etc., les extraire, sont dépendants de technologies qu'on n'a pas forcément en Europe. Certains outils sont quand même européens et pas mal, et même français.
Les outils russes, on les a un peu écartés au déclenchement de la guerre en Ukraine, on s'en souvient. Et demain matin, peut-être que les plateformes européennes avec les Outre-mer suffiront pour aller détecter tout ça 24 heures sur 24, en restant souverain. C'est un sujet, effectivement, que vous connaissez bien. Merci beaucoup. Tariq Krim de codesouverain.fr. On reste tous les trois ensemble pour la chronique Ovalweb. Aujourd'hui, Evan Ben-Sadi va nous raconter comment Meta, Google, Microsoft travaillent sur des solutions de traduction en temps réel pour permettre à des personnes qui ne parlent pas donc la même langue d'échanger simultanément. Où ça? Eh bien, dans les métavers. Quelle langue parle-t-on dans le métavers? Que ce soit chez Meta ou Google, personne ne s'était encore posé la question de la traduction et de la communication au sein de ces nouveaux mondes virtuels et immersifs. Et pourtant, si ces géants veulent toucher demain un public plus large, il faudra être capable de traduire le plus de langues possible. Il faut dire que les internautes sont pour l'instant que 16% à avoir déjà interagi avec une plateforme de métavers, selon une étude du BCG. Alors, Meta, Google et Microsoft se réveillent et développent aujourd'hui leur propre technologie d'intelligence artificielle. Le but, traduire en temps réel et permettre à des personnes ne parlant pas la même langue d'échanger simultanément. Et oui, car même si l'anglais, le mandarin ou encore l'espagnol sont déjà très bien traduits par les systèmes actuels, 20% de la population mondiale ne parle aucune de ces trois langues. Meta est sur ce sujet d'ailleurs très en avance sur ses concurrents. Le groupe de Mark Zuckerberg travaille déjà depuis quelques mois sur son système de traduction universelle. L'idée est de faire un traducteur géant plus puissant que tous les systèmes actuels et qui serait capable d'apprendre par lui-même avec l'IA, un modèle qui fonctionne notamment avec des langues qui ne s'écrivent même pas, et cela concerne tout de même 40% des 7000 langues du monde. C'est ce qu'il a fait en l'appliquant pour la première fois au Hokkien, l'une des langues officielles de Taïwan, une langue très parlée. Petit bémol tout de même, la qualité de la traduction n'est pas toujours au rendez-vous. Et pour être honnête, la vraie barrière à ce développement est en fait une question de puissance de calcul des ordinateurs utilisés. Un enjeu, pour l'instant d'ailleurs non résolu par Meta. Même si c'est un peu différent, Google Translate lui aussi permet de traduire plus de 100 langues entre elles, et Microsoft Translator, le logiciel propre à Microsoft, permet déjà de traduire du texte écrit ou oral dans de nombreuses langues. Mais ce qui pourrait vraiment être la nouveauté ici, c'est bien ça, un système capable de traduire une langue directement depuis un audio, sans avoir besoin de retranscrire ce qui est dit. Aujourd'hui, il est possible de parler à ce dernier qui va retranscrire ce qu'il entend avant de le traduire. L'objectif, que cette étape de retranscription disparaisse. Cela rendrait à l'avenir la traduction plus rapide et donc la conversation encore plus fluide. C'était Smart Tech. Merci beaucoup à mes invités d'être restés jusqu'au bout. Vincent Balouet, fondateur de Maîtrise des crises, Yannick Puget, directeur service d'innovation IMSA, et Tariq Krim, fondateur de codesouverain.fr. Merci aussi à vous de nous suivre tous les jours. Je vous dis à demain.